bienvenue pour la quotidienne du 16 novembre. Au menu aujourd'hui, retour sur l'inauguration de l'extension de l'hôpital de Nyons après 4 années de travaux. En plateau, Frédéric Magny, président du comité d'administration. Ensemble, on commentera le développement de l'offre de soins et les besoins des habitants de la région. En sport, nous recevons Alexia Pricam, la triathlète de Genolier, participera au championnat du monde de semi-Ironman en 2022. Nous la recevons pour en parler. Enfin, en culture, direction Prangin, on visite la nouvelle exposition temporaire du Swiss Award Press Photo au Musée national suisse. Avec Alexandre, comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien. Et écoute Andrea, ici au château de Prangin, comme tu l'as très bien dit, on va visiter les deux expositions, Swiss Press Photo et World Press Photo, où les meilleures photos parues dans la presse cette année. Alors il y aura bien entendu l'actualité autour du Covid, mais pas que. J'ai vu plein de belles choses, donc je vous emmène visiter tout ça après. On se réjouit de découvrir tout ça en t'accompagnant, Alexandre, à tout à l'heure. Le GOL a inauguré l'extension de l'hôpital de Nyons vendredi 12 novembre. On en parle avec le président du comité d'administration, Frédéric Magny. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors en quelques mots, cette cérémonie officielle, qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Elle représente un moment symbolique important pour le GOL. L'extension qui a été planifiée, réfléchie depuis le début de ce siècle, c'est l'aboutissement de plein de modernisation du GOL, de l'hôpital de Rolle, de l'EMS et pour finir l'extension de l'hôpital de Nyons et qui permet de fournir à nos citoyens de la région le support et les aides de soins nécessaires adaptés aux besoins et à la taille de notre population. Alors, avant d'en savoir plus sur cette modernisation et sur ses besoins, je vous propose de revivre ensemble cette inauguration en images. Pour tous nos cadres, tous nos médecins, tous nos infirmiers, c'est un énorme travail d'équipe et une énorme réussite d'équipe que d'inaugurer notre nouvel hôpital. On a dédoublé les entrées. L'ancienne entrée principale ne servira plus que pour les urgences et on a créé une nouvelle entrée qui est, du point de vue architectural, à mon avis, splendide. Et depuis cette nouvelle entrée, démarre une rue hospitalière qui va desservir tous les bâtiments. L'ancien bâtiment est renommé bâtiment Nicolas Bouvier. Le bâtiment des urgences, qui s'appelait dans le passé Union, est nommé bâtiment Ella Maillard. Le bâtiment neuf s'appelle le bâtiment Gustave Piottet. Et puis l'ancien bâtiment du patio, qui comprend 2 ailes, est renommé pour l'un en patio toujours et l'autre en bâtiment Paléo. Et le 6e bâtiment est le bâtiment du Corjon, il n'a pas changé. Il est délié des autres bâtiments et il porte le nom du ruisseau qui traverse le site. La chose principale, c'était l'unité. Il y avait des bâtiments qui étaient très différents, toute taille, toute époque, placés de manière un peu disparate. Et puis, la difficulté, je crois, j'espère, ce qu'on a réussi à faire, c'est d'unifier le tout. C'est comme si on avait en fait des pièces de puzzle qui étaient en attente. Et puis nous, on est venu avec la pièce qui permettait de compléter l'ensemble et donner une unité. Je dirais que c'est ça. Et puis l'entrée, on a pu mettre un petit peu plus d'attention dans le pavillon de l'entrée pour lui donner une personnalité un peu plus soignée et vous le verrez, je pense, qui permet, c'est vraiment la carte de visite. Quand on entre dans l'hôpital, on est accueilli dans cet endroit-là. Donc je dirais que c'est les 2 points principaux. La construction a permis d'ajouter sur le site de Nyons 15 000 m² de surface supplémentaire pour les nouvelles activités médicales. Elle a permis de rénover 5 000 m² de locaux vétustes, puisque nous avions des bâtiments hétérogènes qui allaient des années 1938 à 1980 jusqu'à 2006. Et il fallait redonner de la cohérence à ce site. Et je crois que le chiffre le plus important pour moi, c'est les 75 déménagements, rocades de locaux qui ont mis à mal en fait l'ensemble des services parce qu'il fallait déménager à chaque fois, déménager l'informatique. Et tout ça dans un contexte, je dirais, de pandémie qui n'a pas arrangé les choses. Il est très important pour nous de garder en fait cette taille humaine de l'hôpital. Aujourd'hui, comme vous le savez, on a à peu près 1000 collaborateurs. Et je pense qu'on peut garder encore un esprit, je dirais, familial, entre guillemets, un esprit GOL. Au-delà, je pense que la taille ne permettrait pas de garder cet état d'esprit. Et puis, on préfère tisser des collaborations avec les 2 hôpitaux universitaires pour offrir aux patients de la région
l'accès à de la haute technologie et de la médecine de pointe. Et ça se passe très très bien avec le CHUV et les HUG. On a vraiment de très bonnes collaborations. C'est un hôpital régional qui est évidemment très important pour une région qui se développe beaucoup, et on a évidemment besoin d'avoir des infrastructures hospitalières qui répondent aussi aux attentes des patientes et des patients. On sait qu'aujourd'hui la question du confort, du fait de se sentir bien à l'hôpital, même si le but c'est évidemment d'y rester le moins longtemps possible, mais c'est un point qui est déterminant, qui ne concerne d'ailleurs pas que la région, on l'observe dans toutes les régions du canton. Et donc c'est évidemment une magnifique inauguration qui a surtout montré à quel point l'hôpital et ses collaboratrices et ses collaborateurs à tous les échelons étaient capables d'adaptation et d'innovation pour pouvoir continuer pendant toute cette période à prendre en charge celles et ceux qui en ont besoin. 4 années de travaux, un sacré défi réalisé pendant la pandémie de Covid-19 et sans jamais stopper l'activité hospitalière. Frédéric Magny, est-ce que cette période, à votre avis, a eu un changement par rapport aux GOL et aux habitants du district? Changement de comportement ? Je pense que le GOL a su montrer auprès de la population qu'il était capable de faire face à la fois à une extension, à une crise pandémique et de maintenir son service de santé à la pointe et de pouvoir pallier à tous les inconvénients qui pouvaient arriver. On a réussi à fédérer énormément notre personnel, tous nos cadres, tous nos soignants, nos médecins, pour aller ensemble, tirer ensemble à la même corde pour obtenir le but, c'est-à-dire sortir de la crise sanitaire avec le moins d'impact possible et de permettre d'arriver dans des délais acceptables à l'extension de l'hôpital. Oui, alors en quelques chiffres, en 2020, le GOL, c'est 1000 collaborateurs, 8000 patients hospitalisés et 30 000 en urgence, un budget de 80 millions de francs pour le financement des travaux. Et pourtant, l'hôpital frise toujours la situation. Pourquoi ? Parce qu'on est un hôpital d'intérêt public et puis on doit pouvoir respecter des prix exigés par les assurances. Et on n'est pas comme une clinique privée où la majorité des patients sont des patients privés et des facturations qui peuvent être assez élevées. On doit pouvoir répondre aux besoins du public, de notre population et ne pas tenir compte que du privé. Donc, sachant que la population grandit toujours plus dans la région, on a entendu dans le sujet que le but c'était aussi la volonté de garder un hôpital à taille humaine. Pourquoi ? On a l'impression qu'il y a finalement un paradoxe entre cette population qui grandit et les besoins. La population grandit, elle a besoin de soins de pointe, elle a besoin de services qui garantissent une efficacité, c'est-à-dire un nombre de jours d'hospitalisation minimum, et c'est grâce à ça que l'on arrive à faire tourner un hôpital. On est plein à 95-98%, et la routine permet de maintenir ce taux et cette efficacité de soins par des nouvelles technologies, par une approche de soins améliorée. Alors, ces nouvelles technologies, justement, parlons-en. C'est par exemple la finalisation d'une nouvelle polyclinique, un pôle parents-enfants ultra-moderne, une nouvelle maternité avec 3 salles d'accouchement, un service d'oncologie, hématologie. Comment est-ce que vous avez fait pour répondre à ces besoins ? Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite ou comment est-ce que vous avez fait ce rapport-là ? Alors, j'aurais un peu de difficulté à tout vous répondre, étant donné que c'est déjà au début de ce siècle qu'il y a eu la réflexion. J'ai intégré le conseil d'administration il n'y a qu'une année et demie, donc je ne faisais pas partie de l'équipe de réflexion. Donc, je ne pourrais pas vous répondre comment le détail s'est fait, mais comme tout projet, il y a une approche avec les soignants, que ce soit infirmiers ou médecins, qui donnent leur avis, leur vision, et des pôles de travail et de réflexion se sont créés pour aboutir à ce projet. Est-ce que ça voulait dire que l'hôpital de Nyon était dépassé par les nouvelles technologies, qu'il fallait là répondre à ce besoin-là ? Non, on suit les nouvelles technologies et on les prend dès qu'elles sont au point, dès qu'elles sont sorties, genre la ligne de traitement pour les analyses. On a la ligne de pointe. Il n'y a pas d'autre ligne aussi efficace en Suisse romande que celle qui a été installée au GOL.
Alors on peut prendre un autre exemple, c'est Genolier qui cette semaine a posé la première pierre ce lundi d'un complexe médical, un réaménagement. Le projet est estimé à 100 millions, il prévoit d'accueillir des bureaux, des laboratoires, des salles d'opération, un amphithéâtre et une vingtaine d'emplois vont être créés. Est-ce que là on peut dire que l'hôpital de Nyon a fait mieux et un petit peu en dessous? Comment vous situez L'hôpital de Nyon a fait différemment. C'est-à-dire Genolier mise fortement sur la recherche. L'hôpital de Nyon n'a pas pour l'instant vocation de travailler sur la recherche. La réflexion se fait au sein du conseil d'administration, de réfléchir quel va être l'avenir, quel va être 2030-2040, parce que ça se planifie à long terme. Mais à l'heure actuelle, le GOL n'a pas vocation de recherche. Ce que Genolier a mis en avant cette semaine. Ce qui est plutôt rassurant, ce que vous nous dites, c'est que finalement ces travaux ont été faits, 80 millions ont été investis, mais c'est que ça ne s'arrête pas là. Non, l'année prochaine, on réadapte nos blocs opératoires, on les agrandit, on les modernise, et de nouveau avec les dernières technologies pour pouvoir répondre à tous les besoins de la population et à l'évolution des soins. Est-ce que l'objectif, c'est aussi avoir plus de place et évidemment plus de personnel ? On va déjà assumer la taille que l'on a, assurer la qualité de nos soins, et puis au fur et à mesure, on évaluera pour grandir. L'extension est plus grande que l'utilisation à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de lits qui vont s'ajouter au fur et à mesure des années pour répondre à la croissance de la population. Donc on a anticipé une croissance dans la construction de l'extension. Durant l'inauguration, ce qui était assez frappant, c'est qu'on a beaucoup entendu parler de l'ADN du GOL, qu'il y a là une réelle identité. Comment est-ce que vous la décrivez ? J'aurais un terme, c'est entrepreneurial. C'est-à-dire l'ADN du GOL mise principalement sur une envie entrepreneuriale. C'est-à-dire que ce soit les médecins, les aides-soignants, peu importe à quel niveau, même en logistique, s'il y a des projets, des idées, le conseil d'administration est là pour les entendre, pour réfléchir, travailler avec eux, trouver la réalisation, le financement et aboutir à l'implémentation d'un nouveau projet. Donc l'ADN, c'est vraiment ce côté entrepreneurial qui a permis de maintenir et créer un tel hôpital dans notre région. Et maintenant, c'est un hôpital qui n'est plus, il n'y a plus comme au début du siècle se dire, bon, Nyon, est-ce qu'il va fermer ? Il y a Genève, il y a Lausanne. Maintenant, vu la croissance de notre population, vu la qualité de notre hôpital, la question ne se pose plus. Nyon est là, Nyon reste et Nyon sera. Voilà qui sera le mot de la fin. Nyon sera avec le GOL. Frédéric Magny, président du conseil d'administration du GOL. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci bien. Et en culture, direction Prangin, on retrouve Alexandre qui nous fait visiter la première partie de l'exposition Le Swiss Press Photo. Oui, Andrea, alors j'y suis au château de Prangin. On va visiter cette exposition Swiss Press Photo, du coup, qui récompense les meilleures photographies parues dans la presse en Suisse pour l'année 2020. Et donc cette nouvelle exposition ici, on va la visiter en présence de Marie-Hélène Pellet, qui est conservatrice au musée de Prangin. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, l'exposition Swiss Press Photo au château de Prangin, on a envie de dire, c'est presque d'année en année, il y a un lien particulier qui s'est créé, maintenant c'est une tradition. Alors exactement, c'est une tradition, vous avez tout à fait raison, ça fait en tout cas la 9e fois qu'on présente à la fois Swiss Press Photo et au premier étage, comme on le verra, World Press Photo. L'idée étant de confronter ces deux expositions de photographie de presse, l'une plus locale, suisse si je puis dire, et l'autre internationale. Et c'est vrai que c'est toujours un heureux parcours que de se parcourir les deux expositions. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier ? On va marcher ensemble, on va visiter un petit peu tout ça, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier cette exposition 2021 qui relate donc l'actualité dans le monde en 2020 ? Sans surprise, vous allez me dire, c'est que la thématique principale, c'est la pandémie, la Covid-19. Et donc, il y a beaucoup de sujets photographiques qui sont liés, mais de près ou de loin, je dirais aussi les conséquences de cette pandémie. Et je vous propose de vous montrer la première personne qui a été primée, photographe de l'année, Sarah Karp,
Pour un reportage, en fait, il faut savoir déjà, il faut dire que c'est la deuxième femme photographe de l'année dans le cadre du concours de Swiss Press Photo. Et cette Sarah Karp, en fait, elle a perdu tous ses mandats au moment du confinement, c'est-à-dire en printemps passé. Elle s'est dit que puis-je faire? Elle devait garder, elle est mère célibataire, 2 petites filles. Et elle a commencé à faire un reportage tous les jours sur ces 2 fillettes. Alors vous voyez, il y a des images en fait assez banales de toutes petites filles ou enfants qui jouent dans le bain avec de la mousse sur le visage. Des moments plus poétiques, on voit ses petits pieds entourés d'une guirlande lumineuse. Où, là, sa fille a les pieds en fait levés, donc elle voit le monde un peu à l'envers, si je puis dire. Et puis d'autres images, peut-être un petit peu plus angoissées. On sent l'inquiétude de ces enfants qui sentent bien qu'il n'y a pas un temps normal qui s'écoule, on est confiné à l'intérieur. Mais ce qui a beaucoup touché le jury, en fait, le jury, il a voulu, autant dans Swiss Press que World Press cette année, enfin pour l'année 2020 bien sûr, nominer des photographies qui rappelaient aux gens leur confinement et des choses assez simples du quotidien et non pas des photos extraordinaires. Donc voilà. Alors il y a aussi une thématique, je crois, on peut continuer la visite avec vous, mais il y a une thématique, je crois, qui vous est chère, juste derrière. On va aller voir. Vous avez raison, sur les animaux. En fait, c'était un angle d'attaque que je trouvais intéressant de Dom Smas, ça a été un reportage pour Le Temps. C'était comment ont réagi les animaux en zoo, le zoo de Servion en l'occurrence, qui ne voyaient plus tout d'un coup de visiteurs, puisque vous saviez, beaucoup de lieux publics étaient fermés en 2020. Donc il y a pour des animaux comme les faisans, pour qui en fait c'est bénéfique, ils ont pondu plus d'œufs, d'après le directeur du zoo. Et là j'aime beaucoup cette image parce que le faisan regarde à l'intérieur, donc c'est lui qui regarde finalement les potentiels visiteurs, et c'est pas lui qui est regardé. Et par contre pour les petits singes, les singes en général, ils ont souffert de ce manque de public parce que voilà, ils sont plus dans l'échange. Pourquoi les animaux, ça vous touche particulièrement, Marielle? Mais je trouvais que c'était un angle intéressant de présentation des conséquences du Covid, assez amusant, auquel j'aurais pas forcément pensé. Alors, je crois qu'il y a autre chose. On va se balader, on va pas tout montrer parce qu'effectivement, il y en a combien d'ailleurs des photographies? Vous savez, au total, ici, à Swiss Press Photo? Je dirais qu'il y en a à peu près une cinquantaine, en tout cas, oui, même cinquantaine, mais certaines ont plusieurs photographies, comme ce reportage, par exemple, sur les activistes du climat. Ça, c'est aussi un grand thème. Alors, hors Covid, qui revient dans beaucoup d'expositions, que ce soit l'une ou l'autre, on voit ces activistes sur la place de Berne et qui n'avaient pas le droit de manifester parce qu'il y avait des sessions parlementaires qui étaient tenues par les politiciens. Et donc, ils font des chaînes corporelles où ils se tiennent et les policiers sont obligés de les désolidariser. Alors, parmi cette cinquantaine de photos, je crois qu'il y a une autre série de photos qui vous touche particulièrement. On va voir juste ici. Alors, allez-y, je vous suis. Oui. Voilà, et donc on va directement... Des portraits, si vous voulez. J'aime beaucoup ces reportages où il y a plusieurs photographies. Et c'est une femme aussi, c'est Karine Hofer, qui a fait un reportage sur un changement d'identité sexuelle. Donc un homme haut gradé dans l'armée, Christian Hougue, qui est devenu en fait Christine Hougue après 40 ans de mariage et de fonction dans l'armée. Et je trouve assez touchant parce qu'en fait, on sent encore cette complicité entre ce couple, mais cette femme a perdu, un mari d'alors. Et ils ont quand même encore gardé, c'est un couple qui a survécu à ce grand bouleversement. Et puis, je trouve assez touchant de la part de la photographe, elle nous fait comprendre que ce Christian devenu Christine Hougue est toujours donc occupe un haut poste dans l'armée. On voit juste son ombre sur le fond d'un char très très dur, très costaud au niveau du matériel. On devine une silhouette féminine. Donc je trouve que c'est une jolie manière de raconter un changement qui n'a pas dû être simple d'ailleurs, qui était difficile à vivre pour chacun des membres de la famille. Alors voilà un petit peu un extrait, un aperçu de ce qu'on peut voir ici pour l'exposition Swiss Press Photo au château de Prangin, qui est à voir donc jusqu'au mois de mars, si Exactement. Je ne me trompe pas. Et on va vous suivre, Marie-Hélène, pour aller voir l'autre partie tout à l'heure des World Press Photo cette fois-ci. Avec grand plaisir. En sport, Alexia Prickham participera aux Mondiaux 2022 de semi-Ironman. La triathlète de Gennevilliers est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexia, merci beaucoup d'être avec nous. Alors cette fois, ça y est, vous acceptez de vous rendre au championnat du monde de semi-Ironman après 2 opportunités et 2 très bons résultats. Pourquoi avoir refusé les 2 premières fois ? Disons que c'était pas trop bien dans le timing au départ. La première qualification, elle était pour les Mondiaux de 2021. Donc ça laissait 2 mois pour prévoir. Niveau logistique, c'était un peu court. La deuxième, c'était un peu le même cas. Et la dernière qualification au mois de septembre en Italie, j'ai hésité et je me suis dit que ça aurait pu être une belle expérience, un bel objectif. Et du coup, ça repoussait à l'année 2022.
Donc, ce qui laissait aussi un peu plus de temps pour s'y préparer. Parce que quand on parle de logistique, qu'est-ce que ça veut dire? Là, les championnats auront lieu en octobre aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut préparer? Le congé au travail. Donc, étant enseignante, c'est compliqué de partir en dehors des vacances scolaires. Après, il y a le budget, l'entraînement. C'est vrai que dans ma saison 2021, je n'avais pas du tout planifié jusqu'en octobre. Donc, c'est tous des petits détails qui font que je peux mieux m'y préparer maintenant. Ça veut dire que c'est quoi jusqu'en octobre non-stop pour l'entraînement? Disons que là, je commence la préparation. Mais c'est vrai que voilà, je vais un peu plus regarder de ne pas faire trop de courses au début et d'avoir un pic de forme plutôt en octobre, plutôt qu'au mois de août-septembre comme j'ai eu cette année. Alors on va revenir sur votre dernière qualification. Vous avez réalisé votre meilleur temps dans la discipline en 4 heures, 48 minutes et 5 secondes avec quelques aventures. Racontez-nous. En Italie? Oui. Oui, c'est vrai que c'est une de mes courses favorites. Je l'avais déjà faite par le passé. Un parcours vélo qui me convient énormément. Cependant, il y a des longues transitions. Donc, entre la natation et le vélo, le parc à vélo est très, très long. Donc, il faut beaucoup courir. La petite mésaventure, c'est à vélo, il y a des règles très strictes. Et voilà, je n'ai pas été très attentive. Et puis, j'ai eu une pénalité de 5 minutes. Donc, voilà, après, ça fait partie du jeu, ça fait partie du sport. Et je la mérite. Donc... À ce moment-là, il se passe quoi dans votre tête quand on a 5 minutes de pénalité, qu'on ne peut plus avancer parce que vous êtes coincé dans un box? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un peu deux moments. Il y a le moment où il y a la moto qui vient à côté de nous pour nous mettre le carton. Donc là, on se dit, mince. Du coup, ils nous disent qu'on doit s'arrêter à la prochaine tente. Donc là, on ne maîtrise plus l'effort, quoi. Je donne tout à bloc jusqu'à que je m'arrête. Puis après, quand on est arrêté, c'est un peu long parce que on voit tous les cyclistes qui nous passent à côté. Et voilà, là, c'était un peu mal géré. Donc, moi, j'essayais un peu de gratter des minutes. Là, je peux retourner, je peux y aller. Et voilà, puis après, ils nous disent qu'on peut y aller. Puis, comme avant, en fait... Ça ne se négocie pas, quand même? Non, ça ne se négocie pas, non. Mais on essayait avec le chrono, parce que là, il y a beaucoup de coureurs qui sont arrivés en même temps. Et voilà, quand ils disent qu'on peut y aller, je donne tout. Et pardon. Et du coup, après, c'est un peu doser l'effort et pas repartir trop fort. Ouais. Alors, 3 disciplines, est-ce qu'il y en a une que vous préférez et une dans laquelle vous êtes un petit peu moins à l'aise et qu'il faudra justement travailler? Alors, ma discipline, c'est vraiment le vélo. Donc, mon gros point fort, j'adore rouler. Mon point faible, c'était jusqu'à cette année la course à pied. J'ai fait un gros travail pendant le confinement. Le Covid aurait été bénéfique parce que du coup, j'ai beaucoup couru. Et c'est vrai que cette année 2021, ça a un peu tourné. J'en avais assez vite marre à vélo, étonnamment. Et j'étais très contente de courir. Donc, les tendances s'inversent un peu, mais il va falloir mettre un gros focus sur la course à pied pour les mondiaux, avec un parcours course à pied pas du tout à mon avantage. Ouais, 21 km de course à pied, je crois, 1,9 km de natation et 90 km de vélo. Comment ça se présente? Est-ce que vous avez déjà pu avoir une cartographie, étudier les lieux par lesquels vous allez passer? Oui, alors j'ai surtout regardé la course à pied et le vélo. Donc le vélo, un parcours un peu vallonné, donc avec des montées, mais voilà, c'est pas ce qui me fait souci. Par contre, la course à pied, il y a 400 mètres de dénivelé positif. Donc c'est quand même un parcours à pied qui monte et ce qui n'est pas du tout profitable pour moi qui aime courir sur du plat. Donc mais je le sais, donc je vais m'y préparer. Ouais, c'est vrai qu'aux États-Unis, le paysage est tout autre. Est-ce que là, vous avez déjà eu des conseils par rapport à votre entraîneur? Est-ce que vous allez aussi vous aider d'un autre entraîneur? Comment vous allez faire face à tout ça? Non, je vais travailler avec mon entraîneur que j'ai maintenant principalement. Après, on verra au niveau de l'acclimatation. Je pense que la clé, c'est d'être assez tôt sur place, à cause du décalage horaire, l'acclimatation. Et après, la préparation, elle se fera ici. Et le jour de la course, c'est un jour et il faudra que ce soit le bon jour. Ouais, un jour, il faudra tout donner. En tout cas, on se réjouit d'avoir de vos nouvelles, Alexia Prickham, lors de ces mondiaux 2022. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez le Swiss et World Press Photo. Il y a d'ailleurs une section des sportifs. Est-ce que vous êtes déjà allé voir cette exposition? Non, je ne m'y suis jamais rendue. Ouais, peut-être avec vos élèves, parce que c'est vrai que c'est une exposition qui s'ouvre aussi aux enseignants, aux élèves. Des journées sont aussi organisées et qui sont données dans la région. On retrouve tout de suite Alexandre qui nous fait visiter, du coup, le World Press Photo. Marie-Hélène Pellet, alors on vous retrouve ici cette fois-ci non pas pour les Swiss Press Photo, mais on élargit au monde entier avec le World Press Photo, donc les meilleures photographies de presse vues dans le monde. Et d'ailleurs, on commence par la meilleure
celle qui a gagné le prix. Présentez-nous cette photo. Oui, cette photo est assez incroyable de Matt Simpson, un photographe danois, et qui nous montre en fait, c'est un geste d'amour et de réconciliation, si je pourrais dire comme ça, une femme âgée dans un home en fait du Brésil. Pendant 5 mois, a été en isolement, et là enfin elle peut serrer une infirmière dans ses bras. On devine légèrement son sourire, et en fait c'est un message d'espoir par rapport à ce Covid. Et c'est pour ça que le jury a sélectionné cette photographie, et en plus elle est très belle au niveau de la lumière. Il y a ce film plastique qu'on utilise pour protéger la personne âgée, qui donne une luminosité, un côté très vivant à cette image. Alors c'est vrai qu'on pourrait redouter dans ces 2 expositions, vu qu'elles relatent de notre actualité de l'année 2020, qui n'a pas été très joyeuse, on va dire, finalement on pourrait redouter que ces 2 expositions aient soient sur un ton assez grave. Oui, alors oui, mais il y a une alternance de gravité, je dirais, et de légèreté. Et puis le monde, c'est quand même très très vaste. Donc je vous propose de vous emmener découvrir certaines images. Alors là, on a un gagnant suisse, on en est très fiers, Roland Schmidt, qui a gagné ce 2e prix. Cette thématique de la frontière, on l'avait vu dans Swiss Press, mais ici traité très différemment en couleur déjà. Et en fait là, Roland Schmidt, il s'est axé sur la retrouvaille de ces gens brusquement séparés par la pandémie et qui, couple ou amis, voulaient se retrouver, avoir un moment de partage d'amitié. Donc je trouve que c'est aussi un message d'espoir, donc pas si dramatique que ça par rapport à cette pandémie. Et surtout, j'aime beaucoup ce focus sur l'humain et sur ses rapports avec l'autre. Voilà une série. Une autre série amusante, c'est ce photographe spécialisé dans la nature, néerlandais, qui a été contraint aussi à rester chez lui et qui a photographié sa famille. Ça paraît assez banal, mais ce qui était intéressant, c'est qu'un couple de pigeons sauvages s'est incrusté dans cette vie familiale, et il les a photographiés dans toutes les situations, dans le lave-vaisselle, dans le salon alors qu'ils sont en train de prendre une nourriture japonaise, et tout d'un coup sa fille en a un peu peur parce qu'ils se sont imposés, ce couple de pigeons. Donc c'est aussi on développe d'autres manières de vivre en temps de pandémie, pardon. Alors Marie-Hélène, cette exposition-là, allez-y seulement, je vous suis, cette exposition-là est plus vaste, bien entendu, que Swiss Press Photo. Il y a combien de photographies ici à admirer au Château là, de je dirais qu'il y a à peu près 45 photographes qui ont été primés, et il faut savoir que le jury de World Press Photo a dû sélectionner ces photographies parmi 74 000 photographies envoyées, donc c'est un challenge énorme. J'aime beaucoup ce reportage au Ladakh, au nord de l'Inde, où pour des questions de pénurie d'eau, les habitants se sont mis à faire des espèces de stupas dans des montagnes de glace. Comme ça, ils ont de l'eau à disposition, croyaient-ils, en fait, en été. Mais ce qui s'est passé, c'est que les touristes ont tellement aimé voir ces paysages avec ces stupas qu'ils sont venus en masse. Là, on voit des équipes qui ont construit ces stupas, et donc, résultat des courses, le tourisme a fait qu'ils continuent à avoir des problèmes d'eau malgré cette bonne solution trouvée. Alors c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir faire tout le tour de cette exposition, parce qu'on a envie de laisser un peu le mystère aussi aux gens pour découvrir cette exposition ici au Château de Prangin. Mais si vous aviez, Marie-Hélène, une photo ou bien une série de photos ici qui vous tient spécialement à cœur. Oui, alors il y en a une en passant, je vous fais admirer cette belle photographie de cricket, d'une invasion de cricket au Kenya, où un homme essaie désespérément de lutter contre eux, mais ils vont ravager toutes les cultures, et ça c'est lié à des changements de climat. Donc là c'est dur pour la population, mais la photo est extrêmement belle, prise sur le vif, on sent le mouvement de cet homme. Et puis un reportage que je trouve très amusant, ironique bien sûr, c'est sur le goût des armes qu'ont les Américains. Et là, il y a des photographies, ce photographe aime les collectionneurs. Et cette femme qui collectionne les armes, elle a quand même un coussin où c'est marqué sérénité, être calme, rester calme. Et je trouve que c'est vraiment assez ironique. De même, cette petite photographie de cette famille qui a l'air tout bien sous tous les angles, lui, il est en fait le curé de la paroisse, mais c'est un collectionneur fou d'armes. Et donc, je trouve que ça fait sourire sur cette autre image des États-Unis. Donc j'ai une prédilection notamment. Oui, j'allais vous demander pourquoi les armes, Marie-Hélène. Alors non, je ne suis pas du tout une amatrice d'armes, mais je trouve que cette ironie montrée dans ce reportage, et peut-être c'est parce que c'est des collectionneurs aussi, comme dans un musée, ça me fait sourire.
Eh ben, je vous remercie beaucoup pour ce petit tour. Donc, le World Press Photo, il faut quand même préciser que si on veut voir l'exposition, c'est jusqu'à mi-décembre. Oui, jusqu'au 12 décembre exactement. Donc, venez nombreux parce que ça passe vite un mois. Ouais. Et puis, je profite juste pour signaler une journée spéciale photographie de presse le 30 janvier, où là, notre public a l'occasion de pouvoir échanger avec des photographes, dont la gagnante Sarah Carte de Swiss Press Photo et d'autres photographes. Et donc, c'est vraiment une journée dédiée à la photographie de presse. Eh ben, je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Merci à vous. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Excellente suite de programmes sur Nyon Région Télévision.